bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Et merci de votre fidélité à ce rendez-vous mensuel pour continuer à explorer ensemble les différents cycles de l'être dans lesquels nous naviguons consciemment ou inconsciemment, tant ils s'enchevêtrent et se déclinent en de multiples fractales. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons évoqué le cycle annuel de la Terre autour du Soleil et le cycle à 4 temps qu'on retrouve aussi bien dans les 4 temps de la respiration que dans les 4 phases de la Lune ou dans les 4 saisons de l'année. Nous avons vu également un cycle à 3 temps qui met en jeu plus spécifiquement le plan mental, le plan émotionnel ou le plan physique selon qu'on se trouve au premier, au deuxième ou au troisième temps de la saison. Enfin, le mois dernier, nous avons également traité de la succession de 3 quaternaires, signes de feu, terre, air et eau, montrant une nouvelle fois combien le mouvement engendré par le 3 et par le 4 conditionne les nombreux cycles qui articulent le vivant. Ce soir, nous poursuivons notre étude avec le deuxième temps du printemps, le taureau. Et en termes de polarité, le taureau est un signe opposé complémentaire du bélier, que nous avons vu le mois dernier. Et cette notion de signe opposé complémentaire renvoie à la binarité, à la dualité, aux différences de polarité. Mais là encore, selon le cadre et le cycle temporel ou symbolique auquel on se réfère, on peut distinguer 2 cycles différents. Tout d'abord, le cycle ou les signes qui se font face sur la roue du zodiaque, c'est-à-dire ceux qui se situent virtuellement à 180 degrés les uns des autres, sont dits opposés complémentaires, parce qu'ils représentent les 2 faces d'une même pièce. En effet, dans un univers où toutes les énergies ont une double polarité positive et négative, les 12 signes sont de fait 6 paires d'énergies fondamentales. Il en est ainsi des couples Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne, Lion-Verseau et Vierge-Poisson. Cette vision des énergies conscientes est importante parce qu'elle l'est en tout cas tant du point de vue personnel que collectif. En effet, lorsqu'on est natif d'un signe, il est nécessaire de prendre en compte l'opposé complémentaire pour s'inscrire dans une démarche évolutive. D'autre part, il est également important de réaliser qu'au sein d'un cycle créateur, s'il importe de respecter les 4 temps, alignement, contact, distribution, intégration, il est aussi essentiel de prendre la mesure que ce qui s'engage, ce qui se conçoit, ou ce qui se travaille intérieurement, eh bien, quand ça se concrétise, ça se manifeste et ça s'éclaire dans le signe opposé complémentaire 6 mois plus tard. Mais évidemment, nous n'en sommes pas forcément conscients parce que nous avons souvent bien oublié ce que nous vivions, des états d'être que nous traversions 6 mois auparavant. Et c'est pourquoi nous verrons en Cancer que les énergies qui s'actualisent pour chacun sont un écho de ce qui se sera passé en Capricorne. De même, les énergies qui se manifestent en Lion répondent à celles vécues en Verseau, et ainsi de suite, dans une ronde perpétuelle. La connaissance de ce cycle introduit une causalité non linéaire des événements. Ainsi, penser opposé complémentaire en liant les paires d'opposés est une grande approche qui incite à regarder le monde de façon plus cyclique que linéaire. Et puis, il y a une seconde approche binaire avec d'autres couples d'opposés complémentaires et qu'on retrouve cette fois dans l'ordre habituel de succession des signes et qui introduit une alternance de polarités positives et négatives, yang et yin, centrifuge et centripète. Cette succession invite à considérer 6 autres paires de signes, dans lesquels le premier signe est la polarité active et le second la polarité réceptive. Et c'est ainsi que les paires Bélier-Taureau, que nous allons voir ce soir, Gémeaux-Cancer, Lion-Vierge, Balance-Scorpion, Sagittaire-Capricorne et Verseau-Poisson, rythment ainsi l'année énergétique par un mouvement d'alternance de polarité. Ce cycle binaire au sein du cycle quaternaire montre par ailleurs que les signes de feu et les signes d'air sont toujours l'expression d'une polarité active.
alors que les signes de terre et les signes d'eau incarnent systématiquement une polarité réceptive. Et c'est pourquoi, même si à travers le taureau, nous allons retrouver des énergies qui se manifestaient déjà en bélier, leur impact et notre façon d'y réagir vont être très différents parce que leur polarité électrique est opposée. Le bélier est une polarité yang alors que le taureau est une polarité yin. Le bélier est un signe de feu quand le taureau est un signe de terre. Le bélier est une force centrifuge quand le taureau est une force centripète. Ces deux cycles d'opposés complémentaires, qui s'imbriquent donc dans les cycles à 3 et à 4 temps, montrent la richesse et la complexité de la vie énergétique dans laquelle nous vivons. Et cela met également l'accent sur l'incessant mouvement de ces énergies, qui, si nous lui emboîtons le pas, ne nous permet guère de stagner. Cependant, c'est vrai que quand on n'en est pas familier, l'omniprésence des cycles finit par apparaître comme un méli-mélo, où il est bien difficile de ne pas se perdre. Et pourtant, cet apparent méli-mélo n'est pas un mélange, mais le fruit d'entrelacs énergétiques, organisés en mouvements coordonnés, et répondant à des lois qui nous échappent, mais que nous avons à découvrir progressivement, pour nous y accorder au mieux. Alors, poursuivons notre étude mensuelle en abordant le signe du taureau et les énergies qui font sa spécificité, ce qui va nous amener à étudier le bélier et le taureau comme un binôme indissociable. En effet, comme en bélier, nous allons retrouver en taureau les énergies du rayon 1 de volonté-puissance et celles du rayon 4 d'harmonie par le conflit. Mais différemment, parce que celles-ci n'agissent pas du tout sur les mêmes niveaux vibratoires. Elles vont donc impacter différemment les humains, car rappelons-le, nous ne traitons de ces énergies qu'en fonction de leurs incidences sur le règne humain. Dans le signe du bélier, le rayon 1 provient de constellations extrasystémiques, et le rayon 4 influence plus spécifiquement l'âme, par l'intermédiaire de la planète Mercure. Et ça signifie que l'énergie du rayon 1, reliée au plan, représente la spécificité essentielle du bélier, et qu'elle peut être mise en œuvre grâce aux qualités du rayon 4. Dans le taureau, ces deux énergies vont interchanger leur place. Ainsi, c'est le rayon 4 d'harmonie qui est l'énergie fondamentale du taureau, et qu'il peut être mis en œuvre par le rayon 1 porté par la planète Vulcain qui influence l'âme. C'est encore une complémentarité de ces deux signes. Quant à la planète qui influence la personnalité, dans ce signe, c'est Vénus, porteuse du rayon 5 de sciences concrètes. Alors, commençons par voir l'influence spécifique du rayon 4. Le rayon 4 d'harmonie par le conflit est toujours un intermédiaire entre le rayon 1 et le rayon 7, entre le plan, l'intention fondamentale et sa matérialisation jusque sur le plan physique. Nous l'avons vu en bélier représenté par Mercure, où il indique clairement la place de l'humanité intermédiaire entre le 1 et le 7. Il montre qu'en tant qu'âme, l'humanité doit servir d'intermédiaire, de passeur entre le plus haut et le plus bas. En taureau, ce rayon occupe une position majeure, qui dépasse complètement l'échelle humaine et montre au niveau du système solaire que cette énergie est un moyen indispensable pour faire le pont entre le plan systémique et sa réalisation. Ainsi, l'énergie taureau nous montre qu'à quelque niveau que ce soit, personnel ou impersonnel, entre une intention, un plan et sa réalisation, il est nécessaire de mobiliser des moyens pour y parvenir. En ce qui concerne l'humanité, les moyens qu'elle utilise selon ses états de conscience sont des énergies subtiles ou plus denses et des savoir-faire indispensables pour concrétiser ses intentions, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, ça semble être la palissade, tellement il est évident que lorsqu'on conçoit un projet, on cherche les moyens disponibles pour le réaliser. Et c'est alors qu'un certain nombre de questions se posent. Avons-nous les compétences nécessaires? Avons-nous le temps, l'argent, l'énergie? Avons-nous les connaissances, les appuis indispensables pour le mettre en œuvre? Et sinon, comment les acquérir? Car sans un certain nombre de moyens, il est impossible de faire aboutir un projet. Toutes ces questions impliquent naturellement l'utilisation des énergies taureau.
Et naturellement, les moyens nécessaires diffèrent totalement en fonction des projets. Si les projets sont d'ordre matériel, s'ils concernent les sphères émotionnelles ou intellectuelles, on s'évertuera à trouver des moyens dans les trois mondes de la manifestation. Et notre société actuelle regorge de possibilités pour que chacun puisse trouver les moyens de réaliser ce qui lui est accessible en termes de formation, d'information, de communication ou de collaboration. Et si nous vivons la déformation des énergies béliers, dans lesquelles nous cherchons à faire pour être, le taureau fournira pléthore de moyens pour accentuer cette tendance et des soutiens financiers seront même à la disposition de ceux qui veulent réellement se donner les moyens. Car naturellement, l'argent est le grand moyen universel de notre société qui donne accès à tous les autres moyens. Ainsi, chacun peut se doter des possibilités de réaliser son intention, si celle-ci naturellement reste réaliste. Mais si au contraire, il s'agit non pas de faire pour être, mais d'être pour faire, si notre projet est de nous inscrire dans le grand plan global et de répondre aux vibrations d'âme perçues en bélier, afin d'amener de plus justes relations sur Terre, il faudra également s'en donner les moyens. Et c'est naturellement avec les énergies supérieures du taureau, auxquelles l'humanité peut se rendre sensible, qu'elle peut faire sienne les énergies nécessaires à la réalisation du plan. Ainsi, dans la binarité qui unit le bélier et le taureau, on peut dire que les projets prennent naissance grâce à la puissance d'affirmation des énergies béliers et trouvent ce qui est nécessaire pour leur donner corps en taureau. Nous développerons plus loin la manière d'y parvenir et nous verrons également que la fête du Vésac, qui se situe à la pleine lune du taureau, représente un temps de réception des moyens fondamentaux qui en fait le sommet énergétique de l'année. Alors pour résumer ce qui précède, disons que le signe du taureau est un signe de terre dont les énergies sont magnétiques et qu'elles attirent, qu'elles reçoivent et organisent les moyens indispensables pour répondre aux plans et aux services desquels elles se mettent. Et c'est en cela que le taureau confronte tout humain en évolution à une très puissante dualité. Se met-il en réceptivité active pour servir avant tout ses projets personnels ou œuvre-t-il pleinement au service du bien commun? La complémentarité des énergies bélier et taureau nous amène ainsi systématiquement à évaluer les intentions qui gouvernent nos projets et les moyens que nous attirons pour les mettre en œuvre. Mais allons un peu plus loin. Pour bien comprendre les mouvements d'énergie qui lient le bélier et le taureau, il est important de réaliser que dans l'univers, tout est polarisé et que tout est mu par la puissance et l'omniprésence de champs électriques et magnétiques. Au niveau électrique, il n'est pas une particule de conscience, une particule matérielle ou immatérielle, qui ne soit chargée positivement ou négativement. Et lorsqu'il y a une différence de potentiel entre ces polarités, et en présence d'un champ conducteur, il y a déplacement du plus vers le moins ou du moins vers le plus. Et cela produit ce que nous appelons un courant électrique. Les courants électriques sont omniprésents. Évidemment, ils ne se limitent pas, comme nous le pensons parfois, aux lignes à haute, moyenne ou basse tension, aux prises qui alimentent nos divers appareils et aux piles. En effet, l'électricité statique, l'influx nerveux, les charges électriques contenues dans les nuages, et les différents mouvements énergétiques sur des plans plus subtils sont le fruit d'une force électrique qui est à l'origine du vivant et présente en toute existence. Conjointement à cette force électrique, qui est bipolaire, une force magnétique se dégage. En effet, chaque fois qu'un déplacement de charge électrique se produit, il génère un champ magnétique qui attire tout ce qui est à sa portée. Électricité et magnétisme, comme bélier et taureau, ne sont donc pas deux forces séparées, mais indissociablement liées. Maniées ensemble, elles engendrent l'électromagnétisme, qui est une force qui assure la cohésion et la stabilité des particules, des atomes, des molécules et de l'ensemble des systèmes visibles et invisibles. Car, bien que les théories qui en rendent compte s'appuient sur des expériences physiques et tangibles,
Ces forces qui gouvernent l'univers se manifestent en fait à tous les étages vibratoires, sur l'ensemble des plans éthériques, émotionnels ou mentaux, tout comme sur les niveaux supérieurs de l'âme ou de l'esprit. Ainsi, le bélier, qui incorpore et diffuse une polarité plus, active et émissive, représente une énergie électrique qui circule depuis le plan le plus haut jusqu'au plan le plus bas, du plus au moins, du 1 au 7, de l'esprit à la matière, comme nous l'avons vu le mois dernier. Il est ce mouvement d'affirmation d'une intention essentielle, l'affirmation du plan et de ce qui doit être. Quant au taureau, de polarité moins, il représente le magnétisme qui résulte de ce complémentaire, le bélier. Si on traduit ça en termes psychologiques, ça signifie que c'est la puissance du plan, c'est la puissance de l'intention qui provoque le magnétisme nécessaire pour attirer les moyens de mise en œuvre de cette intention. Et ce phénomène que nous décrivons du point de vue d'une intention primordiale se décline aussi en fractal et se retrouve au niveau de la personnalité, comme à tous les stades qui concourent à l'individualisation. Tous ceux qui affirment puissamment un plan personnel déploient un magnétisme, un pouvoir d'attraction indispensable pour obtenir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de leur projet. Et c'est pourquoi toute personne qui n'a pas une idée claire de ce qu'elle veut véritablement dans l'existence, même sur un plan purement matériel, se trouvera à court de moyens. Elle aura alors tendance à se plaindre de n'avoir pas assez pour entreprendre quoi que ce soit. Mais on est là en pleine inversion du processus, parce que si on attend d'avoir des moyens pour affirmer un projet, on peut attendre longtemps. Rien ne vient. À l'inverse, quand une intention est clairement définie, les moyens arrivent, se trouvent et soutiennent le projet. C'est sans doute d'ailleurs cette loi énergétique qui est à l'origine du dicton « quand on veut, on peut ». Mais il s'agit alors d'une volonté claire, soutenue, affirmée, qui permet d'affirmer et de se donner les moyens de la mettre en œuvre. C'est cette volonté qu'on trouve quand la personnalité est au sommet de sa puissance. À ce moment-là, elle attire tous les moyens pour concourir à la réussite de ses projets. Et du point de vue de la conscience d'ensemble, la complémentarité des énergies bélier et taureau, c'est-à-dire l'alliance de l'électricité et du magnétisme, c'est la clé de la perception du plan et des moyens nécessaires donc pour la mettre en œuvre. C'est pour ça que en taureau, ça se passe par l'énergie de Vulcain, qui influence et soutient l'âme dans son action, et que c'est par elle que la mise en œuvre est impulsée. Vulcain, c'est une planète que l'astronomie ignore encore, bien que les sciences ésotériques fassent état de son existence. Mais comme elle est en matière éthérique, elle est indétectable par les moyens habituels. Vulcain, c'est la planète la plus proche du Soleil, et elle rayonne l'énergie du rayon 1 de volonté-puissance. Elle soutient les humains en évolution, et elle stimule leur ferme intention de servir l'ensemble en les incitant à se donner les moyens d'utiliser les outils d'énergie-conscience pour mener à bien leur mission. Et nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir sur ce point. Alors, voilà ce qu'il était important de dire sur l'indissociable complémentarité des deux premières énergies de printemps. Maintenant qu'elle apparaît plus clairement, voyons plus spécifiquement la façon dont se déploient les énergies taureaux. Ces énergies conditionnent l'histoire et le développement de la psychologie humaine, et pour mieux en rendre compte, nous allons chercher à montrer la façon dont elles s'expriment aux trois grands âges de conscience. Tout d'abord, en conscience de masse. Au fil des premières centaines de vies, et tant que le mental n'est pas ou peu développé, l'idée bélier, l'idée directrice, correspond en fait au projet inconscient et commun à tous de vivre et de survivre avec des plaisirs simples, en s'adaptant au mieux aux circonstances extérieures. Et cette intention attire dès lors tout ce qui est nécessaire à ce projet. C'est la naissance d'un désir embryonnaire instinctif qui répond aux cinq sens.
En conscience de masse, il n'y a pas d'objectif de progrès et de mieux-être. Par conséquent, rien de nouveau n'est donc véritablement attiré, puisqu'il n'y a pas d'autre intention que de perpétuer l'existant. On n'attire alors que les moyens pour nourrir la tradition et les habitudes. En effet, il est important de réaliser que la notion de progrès est tout à fait récente dans l'histoire de l'humanité et qu'il faut attendre la naissance de la conscience individuelle pour qu'elle prenne sens. Alors, justement, avec la conscience individuelle, eh bien, l'idée directrice qui apparaît est celle du bonheur. Et peu à peu, elle s'impose comme un objectif incontournable. Le bonheur pour soi-même avant tout, et bonheur pour les siens ensuite. Cette notion de bonheur est d'abord vague, et puis se précise à mesure que le mental se développe et que se dessinent les objectifs individuels. Chacun développe alors sa propre conception du bonheur. Et plus l'éventail des opportunités s'étend, plus les possibilités d'y accéder s'élargissent, et plus s'impose l'importance de trouver les moyens pour y parvenir. Et la force qui permet de trouver l'énergie pour obtenir les moyens d'atteindre un objectif, c'est le désir. La puissance avec laquelle il s'exprime accroît en nous l'envie d'obtenir. Il aiguise en chacun la motivation pour aller toujours au-delà de l'habituel, dans l'espoir d'être plus heureux. À ce stade de conscience, seul le désir fait sortir l'humanité de son rythme de vie paisible, pour l'entraîner dans une quête effrénée de tout ce qui peut sembler indispensable à un mieux-être, grâce à plus d'avoir. Mais c'est aussi grâce au désir que l'humanité s'est donné les moyens de se cultiver. C'est grâce au désir qu'elle a pu se lancer dans de nouvelles recherches, dans de nouvelles entreprises. C'est grâce au désir que des progrès fulgurants ont été faits depuis 4 siècles et permettent à chacun de concevoir de nouveaux possibles, permettant de se distinguer toujours plus les uns des autres. Avec la conscience individuelle, qui, rappelons-le, résulte toujours du développement du mental, tout être capable de formuler un plan, un objectif, peut, une fois celui-ci établi, se donner les moyens de le réaliser. Et les énergies qui nous parviennent par l'entremise du taureau sont vectrices de cette force magnétique qui permet d'attirer à soi les moyens nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle le taureau, avec sa propension à soutenir le désir d'atteindre un but, quel qu'il soit, est appelé le signe du stimulant vital majeur. Stimulant vital majeur. En effet, sans désir, pas d'involution et pas d'évolution. Sans désir, pas d'insatisfaction permanente, obligeant à trouver les moyens de combler ses besoins physiques, mais aussi ses visées émotionnelles, relationnelles, amoureuses, artistiques, intellectuelles, essentielles, etc. Dans un premier temps, ce sont les énergies de la planète Vénus, vécues sur le plan émotionnel, qui attisent continuellement le désir. Vénus est une force qui cherche systématiquement à unir. Elle fait un pont entre les polarités positives et négatives, tant en manifestation que hors de manifestation. Le pouvoir magnétique qu'elle génère attire tout ce qui est possible pour atteindre une plénitude qui, pour l'être en involution, est synonyme de bonheur. Mais à force d'attirer ce qui semble indispensable, de l'obtenir et de réaliser qu'il en faut encore plus, l'individu finit par comprendre que le manque est le moteur du désir. Et cette addiction au plus finit par apparaître comme un leurre, comme il intègre le bonheur n'est à chaque fois qu'un point d'arrivée dans une course perpétuelle et effrénée d'avoir. Et comme l'horizon, le bonheur s'éloigne après chaque satisfaction et incite à poursuivre la course. Mais jusqu'où? Dès lors, l'individu finit par se questionner, par questionner sa façon d'être au monde. Le bonheur est-il véritablement le but à atteindre? Mais le désir présente 2 aspects. Si le premier représente une force de recherche incessante, comme nous venons de le voir, le second est vecteur d'attachement et de dépendance au monde des formes. Alors l'addiction à l'avoir et à la consommation sous toutes leurs formes et sur tous les plans enferme momentanément l'humain
dans l'illusion de l'importance de posséder et de profiter d'une manière ou d'une autre de tout ce qui est disponible. Avoir et profiter deviennent en conscience individuelle les deux objectifs majeurs. Et puis parfois, cette quête essentiellement centrée sur soi fait de la recherche des moyens un objectif. Il n'est plus question alors de chercher à avoir pour atteindre tel ou tel but, y compris le bonheur, parce que c'est le fait d'avoir qui devient le but en soi. L'attrait pour l'argent est le symbole de cette quête inconsidérée de toujours plus, mais on le retrouve dans tous les domaines. L'appétit pour les connaissances, les relations, le pouvoir peuvent aussi témoigner de la façon dont les moyens se substituent au but. Les énergies taureaux prennent alors le pas sur les énergies béliers, et l'avoir fait office d'intention première. Acquérir, accroître et faire fructifier les moyens devient une finalité en soi, au mépris de toute intention plus essentielle. Et c'est ainsi qu'au lieu de dire « je suis, donc j'attire des moyens », on en vient à penser que je possède, je sais, j'ai, donc je suis. Mais le fait de transformer un moyen en un but, c'est pas simplement affaire d'argent, d'avoir et de consommation, mais affaire qui devrait nous amener à réfléchir profondément sur le sens de l'existence. En effet, les formes, d'une manière générale, ne sont que les moyens utilisés par l'âme pour spiritualiser la matière. Et en aucun cas, elles ne doivent être considérées comme un but. Et si, comme nous le répétons souvent, le plan prévoit d'imprégner la matière d'amour à travers les formes qui constituent l'existence, nous savons qu'elles sont indispensables pour que ça puisse se faire, mais aussi qu'elles sont appelées à disparaître quand elles ont rempli leur fonction. Et cela concerne aussi bien l'individu que la Terre ou le système solaire. Et c'est ainsi que dans les sociétés où la conscience individuelle domine, l'engouement pour le développement personnel, l'appât du bonheur, l'attrait pour tout ce que produit l'activité économique en termes de biens ou de services, accélère l'involution humaine en occultant complètement la raison d'être première de ce magnétisme. Mais cela n'est en rien une erreur. Ce sont les moyens dont s'est dotée l'âme humaine pour inciter chacun à involuer sans même qu'il le réalise. Et puis, vient un temps où le culte et la culture des moyens matériels s'affadissent. C'est alors qu'un autre mouvement s'amorce. Là où régnait l'énergie du encore un peu, encore plus, surgit l'énergie de la déception. Après l'avidité qui poussait à tous les avoirs, vient la saison des déçus de la consommation, des désenchantés du bonheur, qui souffrent de l'absence de sens fondamental dans leur existence et qui partent à sa recherche. Et c'est toujours le désir qui est à la manœuvre, mais un désir d'autre chose qui impulse une réorientation. Et cette réorientation souligne à nouveau l'importance de l'énergie bélier, de cette énergie principale et principielle qui va permettre de définir une nouvelle direction de vie, fondée sur une identité essentielle, ouvrant sur des propositions de bien commun. Et si la vie de désir matériel subsiste, elle diminue en importance jusqu'à apparaître comme une impasse, tant elle ne répond plus aux aspirations à vivre selon des critères qui contribuent au bien commun. C'est un passage où il devient évident que l'être doit vraiment précéder l'avoir. Et cette évolution est inévitable. Et si à ce stade, l'âme n'est pas encore perçue consciemment, il n'en demeure pas moins qu'elle pousse sans cesse l'humain à avancer à travers l'évolution. Grâce au désir et à la satisfaction qui alternent cycliquement, la conscience humaine progresse de la conscience de masse à la conscience individuelle pour atteindre la conscience d'ensemble. Alors après avoir vu les énergies taureaux lors des 2 premiers stades de conscience, voyons justement à présent celui de la conscience d'ensemble. Cet état de conscience s'éveille peu à peu quand l'individu commence à se percevoir comme une partie de l'humanité. Quand l'identité collective
est ce qui donne sens à l'identité individuelle. Et c'est là qu'une vision éclaire la conscience. Car que serait un humain en absence d'humanité? Que serait un humain en absence d'humanité? Cette question, évidemment, ne se pose qu'à tous ceux qui ont épuisé les chemins de découverte et de satisfaction égoïste indispensables à la construction de leur moi personnel. Ce n'est qu'alors que l'individu peut accepter de répondre consciemment à un plan que l'ensemble de l'humanité se doit de réaliser sur Terre. Le désir devient alors une aspiration à servir ce plan qui nous dépasse et entraîne un décentrage progressif des préoccupations personnelles, une sensibilité plus fine aux intentions de l'âme et une plus grande attention à l'ensemble. Nous apprenons alors à nous accorder à l'intention essentielle de service pour trouver les moyens de la mettre en œuvre en rétablissant l'ordre logique, à savoir, c'est le but qui amène les moyens et non les moyens qui deviennent un but. Et c'est avec l'amorce de cette démarche que Vulcain, relais du rayon 1, commence à faire sentir son impact, puisque nous avons vu qu'en taureau, il stimule au sein de l'âme la perception et l'intégration du plan. Pour comprendre son double impact, il est intéressant de faire un détour parce que la mythologie nous en transmet symboliquement. Vulcain, c'est le forgeron des dieux. C'est lui qui a forgé les armes d'Hercule et l'armure d'Achille. Il est l'époux de Vénus. Et c'est ainsi que ce couple règne en maître dans le signe du taureau. Il est dit qu'en involution, Vulcain façonne les chaînes dont se sert Vénus pour attacher les humains, grâce au désir. Puis avec l'amorce de l'évolution, il forge les outils qui permettent à l'humanité de se libérer des chaînes du désir, afin qu'elle accède à sa véritable identité et trouve de nouveaux moyens pour lui permettre de poursuivre la mission pour laquelle elle s'est incarnée. Et donc, grâce à la puissance de Vulcain, l'humain abandonne progressivement ses visées personnelles, en devenant toujours plus sensible aux qualités de l'âme et utilisant les outils énergétiques que sont l'amour et la volonté pour œuvrer en manifestation. C'est cet apprentissage qui est remarquablement illustré par le mantra « Par l'oubli de moi-même, je recueille tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables. » Ce mantra exprime une invitation à inverser notre façon d'être au monde. Contrairement aux habitudes cultivées pendant de nombreuses vies, il n'y a plus à développer un savoir-faire personnel pour participer au plan. Non. Il y a à soutenir une aspiration et une connexion à plus grand que nous, qui permet d'être porteur et passeur de pensées à valeur d'ensemble, qui naturellement amèneront de plus justes relations au quotidien. En taureau, il n'est pas demandé d'engager de grands projets pour sauver le monde, mais simplement d'entrer dans le flux des énergies consciences qui baignent la Terre et les terriens, afin de nous en imprégner, ce qui transforme naturellement notre façon d'être au monde. C'est une façon d'être qui permet d'incarner à notre petit niveau la parole prononcée par Jésus « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et c'est aussi par cette disposition à servir que se concluent 3 mois d'influence spécifique du rayon 1. En effet, avec les poissons et le bélier, le taureau est le 3e mois qui nous propose de nous mettre au diapason de ce rayon. Alors, voyons ce qu'il nous propose. En poisson, avec Pluton, qui est la dernière planète de notre système solaire, dans l'état actuel de nos connaissances, le rayon 1 nous demande d'affirmer et de nous engager dans une note de vie plus essentielle, qui écarte certaines vibrations lourdes qui entravent nos avancées de conscience. Cet engagement à affirmer l'essentiel et l'allègement qui s'ensuit nous permet alors de remonter vers l'impulsion fondamentale, vers le plan en bélier, en suivant encore l'énergie du rayon 1. Enfin, en taureau, le rayon 1 nous fait passer par la forge de Vulcain en nous incitant à faire nôtre ses intentions premières, en devenant des outils au service de l'ensemble.
Et le moyen commun à ces 3 mois de rayon 1 est celui du développement d'une vision claire. Alors que dire de cette qualité qui est la première qualité du rayon 1 ? En Poisson, nous avions vu à quel point elle est nécessaire pour que nous puissions définir, comprendre et affirmer le bien commun, ce qui naturellement entraîne l'élimination de ce qui n'a plus lieu d'être. Et en retour, cet engagement produit une purification qui permet de voir plus clairement la direction dans laquelle se dirige l'humanité et chacun d'entre nous à sa suite. C'est ce qui nous permet ensuite, en Bélier, d'apprendre à voir clairement ce que peut être le plan, l'intention primordiale à l'œuvre sur Terre, pour pouvoir nous familiariser peu à peu avec cet état de conscience et ce qu'il exige. Enfin, en Taureau, il devient indispensable de dégager une vision claire des moyens que nous déployons, que nous allons chercher à déployer. En effet, comme nous l'avons vu, les énergies taureaux nous incitent à plonger, soit toujours plus profondément dans un désir qui nous aveugle, soit à entrer toujours plus clairement dans une illumination progressive. Dans ce signe de terre dont les énergies permettent d'intégrer ce qui a été perçu dans le signe de feu précédent, nous sommes confrontés au gouffre existant entre théorie et pratique, entre ce que nous voyons clairement et ce que nous en faisons. En effet, les moyens à notre disposition, ceux que nous cherchons à mettre en œuvre, nous permettent-ils de transformer en outils d'évolution ce que nous avons contacté mentalement? En effet, ce n'est pas parce que nous comprenons quelques aspects du plan, ce n'est pas non plus parce que nous les formulons de façon claire, qu'ils impactent notre quotidien au point de nous engager pleinement à les soutenir. Et c'est là qu'il importe de voir clairement si les bribes de plan que nous faisons nôtres, mentalement, orientent nos intentions dans le sens du bien commun ou pas. Nous savons que l'âme est l'instance à partir de laquelle tout est créé. Mais nous continuons généralement à penser en termes de causalité formelle. Nous savons que nous sommes essentiellement des âmes en incarnation. Mais en quoi cela nous permet-il de remettre notre personnalité à sa juste place? Nous croyons en la réincarnation. C'est intellectuellement un fait acquis. Mais en quoi cela modifie-t-il notre manière de vivre ou d'approcher la mort? Nous avons connaissance du karma. Mais en quoi celui-ci est-il pour nous un outil de compréhension du monde? La courbe d'involution et d'évolution est une grille d'analyse qui nous est familière. Mais comment éclaire-t-elle notre regard sur les autres et sur l'humanité en général, etc., etc. Les énergies taureaux nous confrontent à la question: à quoi sert d'avoir une vision claire, théorique du plan si elle n'éclaire pas nouvellement le quotidien? À quoi sert d'avoir une vision du plan si nous ne nous donnons pas les moyens de le faire nôtre au point qu'il transforme nos existences? Car, comme nous le répétons sans cesse, ce n'est qu'en incarnant les changements que nous voulons voir à l'œuvre dans le monde que nous servons véritablement le plan. Mais alors, pourquoi cet écart entre ce que nous pensons et ce que nous incarnons? C'est parce qu'au quotidien, nous sommes aveuglés par l'omniprésence des formes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Nous ne voyons qu'elles, nous ne ressentons qu'elles, et nous avons beau savoir que le réel, avec un R majuscule, est au-delà, et que tout ce qui est prend naissance dans les mondes subtils, nous l'oublions allègrement pour ne donner crédit qu'au familier et au tangible, que nous appelons d'ailleurs le monde réel, avec un R minuscule. Nous ne voyons pas l'âme. Nous ne voyons pas non plus les énergies qui affluent en permanence de sources subtiles et qui donnent naissance à ce que nous appelons l'actualité. Nous ne voyons ni les rayons, ni la trame énergétique qui précède le monde des formes, et nous avons beau en connaître l'existence, nous les oublions généralement pour ne nous fier qu'à ce que traduisent nos 5 sens physiques. Et d'ailleurs, parmi eux, il y en a un qui est un sacré trompe-l'œil, la vue. En effet, nous considérons volontiers le sens de la vue comme un sens objectif,
Un témoin qui, à la façon d'un appareil photo, rendrait compte d'une réalité sans déviation. C'est le sens qui, si l'on s'y fie, témoigne de ce qui est réel, toujours avec un petit R, ou de ce qui ne l'est pas. Il donne à voir l'évidence, une évidence qui crève les yeux d'ailleurs, et c'est ainsi qu'on devient aveugle à tout le reste. C'est cette centration sur le monde des formes, sur le monde de l'apparence, qui donne au désir sa puissance. Tel un leurre au bout d'un hameçon, il sert d'appât pour qu'inlassablement nous plongions toujours plus profondément dans le monde de l'avoir et du paraître. Alors cherchons à voir plus clairement le phénomène du désir. Nous pensons volontiers que désirer, ou son contraire repousser, c'est un état de conscience qui nous est propre et qui ne dépend que de nous de nourrir ou d'arrêter. Mais la réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, le désir est une énergie qui résulte d'un ensemble de champs de force attractives et répulsives qui caractérisent l'ensemble des formes en manifestation et les fait interagir. Toutes les formes physiques, relationnelles et mentales sont dotées d'une puissance électromagnétique qui attire d'autres formes ou les rejette. Dans le subtil, les champs de force dont sont pourvues toutes les formes organisent des mouvements qui nous échappent, mais qui nous conditionnent sans que nous le réalisions. En effet, les formes ne sont pas inertes, elles sont vivantes. Elles sont constituées d'élémentaux qui vibrent sur un certain niveau vibratoire, et selon leur fréquence, ils ont faim et soif d'autres formes, qu'ils attirent pour renforcer leur puissance, ou au contraire qu'ils délaissent car elles leur sont vibratoirement étrangères. Ainsi, ce que nous appelons désir résulte en réalité de champs énergétiques qui caractérisent chacun de nos corps de manifestation. Ce qui les attire est fonction de synergie ou de complémentarité vibratoire qui conditionne les attraits ou les rejets entre formes. En fait, nos désirs fonctionnent comme des aimants. Un aimant, ça semble inerte et sans magnétisme, tant qu'il n'est pas en présence de matériaux avec lesquels il est en affinité. Mais son magnétisme se révèle soudain en présence de fer dans son champ de sensibilité, et de lors, il l'attire puissamment. Il en est de même pour nos élémentaux. Leur pouvoir d'attraction et le désir qui en résulte se réveillent dès qu'ils sont en présence d'éléments avec lesquels ils sont en affinité vibratoire. Et c'est ainsi qu'avec l'évolution et le raffinement de nos différents corps, les élémentaux, au cours du temps, n'attirent plus le même type de nourriture. Et vu de l'extérieur, nous constatons que nos goûts changent. Mais ils ne sont qu'une conséquence d'une transformation vibratoire qui a lieu en amont. Mais alors, si les désirs formels sont une expression quasi réflexe de nos différents corps, quelle est notre marge de manœuvre? Que pouvons-nous y faire? Tout dépend de notre âge de conscience et du degré d'identification à nos différents corps. Tant que notre personnalité n'est pas suffisamment forte pour s'imposer à ces trois différents corps, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps de nos existences. Nous sommes alors identifiés à notre corps physique, à nos ressentis relationnels, à nos opinions, et nous attirons les formes, les sensations et les informations qui leur sont accordées. Nos corps vibrant sur une certaine fréquence, nous sommes sensibles à tous les éléments qui sont accordés à cette fréquence. Et c'est ainsi que nous nous enfermons dans un halo vibratoire, mais sans le réaliser. Et donc, nous endossons le besoin de chacun de nos corps et nous les faisons nôtres, sans réaliser que nous en sommes les jouets. Ce sont des processus semblables à la façon dont certains sites de e-commerce utilisent des algorithmes à notre insu pour nous conditionner. Mais l'intelligence artificielle n'a rien inventé, elle ne fait que calquer et redécouvrir des phénomènes déjà à l'œuvre, bien qu'encore inconscients, puisqu'elle nous propose de revisiter ce pourquoi nous avons déjà montré de l'appétence en nous présentant sans cesse des variantes, et ce sans modération.
Et nous, au lieu de constater en métaposition que tel ou tel de nos corps ressent tel besoin et qu'il cherche à les attirer, nous pensons « je désire ceci ou cela » ou « je n'en ai pas envie ». Et du coup, nous faisons simplement une histoire personnelle des choix que dictent nos élémentaux. D'où la nécessité de se connaître et de connaître le fonctionnement de nos trois corps pour ne pas leur laisser le pouvoir. Réaliser que nous ne sommes pas notre corps physique, que nous ne sommes pas notre corps émotionnel, que nous ne sommes pas notre corps mental, mais qu'au-delà d'eux, nous sommes une personnalité qui gouverne, soit pour son propre compte, soit pour celui de l'âme, permet de choisir en conscience, et non d'être choisi et berné par le fonctionnement réflexe de nos petits corps de manifestation. Car ce sont certes des outils indispensables, mais ce n'est pas aux outils de décider de la nature de l'ouvrage. Alors, une fois que nous réalisons que nous sommes une petite entreprise à nous tout seuls, et qu'un certain nombre de nos instances constituantes peuvent prendre le pouvoir, nous comprenons que la tentation, ce que nous appelons la tentation, n'est rien d'autre que le pouvoir magnétique de certains de nos élémentaux en présence d'ambiances qui vibrent à la même fréquence qu'eux. Il est alors important d'arriver à les regarder d'une manière distanciée, en se demandant si nous, en tant qu'êtres, nous avons réellement besoin de ce qu'ils demandent. Et une fois ce fonctionnement intérieur repéré, il ne tient qu'à nous de choisir à qui nous donnons le pouvoir. Mais là encore, entre la compréhension théorique et une mise en œuvre intelligente du pouvoir de la personnalité, il y a souvent quelques incohérences à rectifier. Cette différenciation entre nos corps et le « je suis », ainsi que la désidentification qui s'ensuit, sont un facteur très important de vision claire. Et ce point de vision claire entraîne alors de nombreux changements de regard, donc de compréhension. Nous réalisons alors que les injustes relations dans lesquelles nous sommes pris, mais résultent simplement des diverses attentes de nos corps élémentaux, en particulier ceux du corps émotionnel, qui ont une appétence vibratoire, qui cherchent à attirer l'autre, les autres, pour les utiliser, pour nous satisfaire, ou simplement satisfaire nos envies. Lorsque Krishnamurti définit l'amour en disant « Ce que vous appelez amour n'est que satisfaction mutuelle et intérêt réciproque », il définit très clairement les besoins des élémentaux du corps émotionnel et non évidemment les justes relations que caractérisent les relations de respect, de reconnaissance pour instaurer plus d'équanimité sur Terre. Et donc, sans cette compréhension intérieure des forces qui nous animent et de la façon dont nous y réagissons, nous ne pouvons avoir une vision plus claire de ce que nous sommes, de ce qu'est le monde et de notre façon de l'habiter. Alors, après avoir cherché à voir plus clairement le désir, poursuivons sur ce thème central des énergies taureaux qui nous propose sans cesse d'affiner notre vision pour répondre à la phrase clé dans laquelle l'âme dit « je vois ». Et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Tout d'abord, il importe de réaliser que la vision claire, ce n'est pas forcément voir clairement les apparences. Car voir implique automatiquement de percevoir au-delà de ce qui arrête notre regard, nos sensations, nos idées déjà bien forgées. Si en involution, le désir se fixe sur ce que la vision identifie comme enviable pour l'individu séparé, en évolution, pour permettre le développement de la vision claire, il faut apprendre à se détacher de l'apparence des faits et des événements. Le formel et le factuel, sur lesquels nous nous arrêtons systématiquement, ne sont que des conséquences et non des sources. Dès lors, voir au-delà, comprendre au-delà et penser depuis cet au-delà, c'est la seule façon d'illuminer nouvellement le monde dans lequel nous vivons. Imaginons-nous sur le plateau d'un tournage, spectateurs d'une scène qui donne à voir deux personnages en train de discuter dans un salon.
Nous assistons à la mise en scène, au réglage des éclairages, des micros. Nous assistons aux différentes répétitions et aux essais de placement des acteurs. Le salon qui paraît très intimiste à l'écran est en réalité un décor à ciel ouvert permettant de grands mouvements de caméra vers le haut. Et la scène rend compte d'une approche lente, intimiste entre les deux acteurs, bien qu'une vingtaine de personnes soient présentes hors champ pour assurer l'existence technique indispensable au bon déroulement de la scène. Puis, plus tard, nous assistons à cette même scène au cinéma. Ah bah là, tout change. Les deux acteurs échangent comme s'ils étaient réellement seuls dans ce salon et nous nous laissons prendre à leur jeu. Nous nous identifions à eux. C'est la magie du cinéma. Mais cet exemple, pour limité qu'il soit, illustre combien au quotidien nous sommes spectateurs de nombreux films qui se jouent dans notre existence autant que dans celle du monde. Et comme au cinéma, nous y adhérons parfois sans percevoir le large cadre dans lequel les scènes auxquelles nous assistons s'inscrivent. Les yeux rivés sur l'écran du paraître, nous nous identifions à l'image, à l'effet qu'elle génère en nous, sans prendre beaucoup de distance. Et c'est pourquoi il est vraiment primordial d'apprendre à voir. Il est primordial de développer le sens de la vue sur des niveaux plus subtils. Parce que si nous ne pouvons pas voir les moyens subtils au-delà des apparences, nous ne pouvons pas les attirer et transformer quoi que ce soit. Au-delà de la vue strictement physique, nous devons développer donc la clairvoyance. Cette faculté de voir en priorité les lignes de force qui, en provenance du monde des causes, président aux effets qui nous apparaissent. Or, le monde des causes, c'est le monde de l'âme. Et c'est l'âme qui est la lumière qui fondamentalement éclaire le chemin. C'est l'âme qui conçoit un programme de vie. Et ce programme de vie est avant tout un programme de lumière que la personnalité interprète ensuite en termes de faits et de circonstances. Il faut bien comprendre que l'âme ne prévoit pas un plan d'action précis en termes de faits, non. Elle prévoit un plan vibratoire qui s'actualise en situation bonne ou mauvaise, c'est selon, car tout problème résulte d'une distorsion de lumière. Et plus nous sommes clairvoyants, et plus la lumière derrière les faits transparaît et permet de se dégager de la prison de l'apparence. C'est en effet notre aptitude à comprendre ce qu'il y a derrière les événements, derrière les expériences, qui éloigne progressivement de l'interprétation formelle des réactions émotionnelles et par voie de conséquence du désir. Et c'est ainsi qu'une vision plus claire entraîne une réorientation complète du désir. En effet, l'énergie qu'on appelle le désir, comme nous l'avons vu, c'est un magnétisme qui attire ce que l'on voit et ce que l'on conçoit. Elle varie complètement donc selon ce que nous avons une vision purement formelle ou une clairvoyance des mondes intérieurs. Et bien sûr, plus nous pénétrons le monde des causes, et plus nous découvrons les liens qui unissent les humains entre eux et ceux qui unissent aux autres règnes. Et cette claire vision nous met en phase avec les qualités essentielles que nous avons à mettre en œuvre, conjointement aux bribes de plans qui s'éclairent et qui deviennent intelligibles. Cette vision toujours plus globale estompe progressivement l'attrait du monde des formes et le désir mue en aspiration au bien commun, à l'amour unité, à de plus justes relations entre tous. Il devient clair alors que derrière le désir et l'aspiration, c'est l'énergie de Vulcain, la volonté divine portée par le rayon 1 et qui est à l'œuvre depuis le début. Le désir, vecteur puissant par lequel se réalise finalement le plan planétaire, est la carotte qui permet d'avancer dans les méandres de l'expérience terrestre en imposant à l'humanité de suivre toutes les étapes de l'involution et de l'évolution. Et c'est à mi-chemin du parcours que la conscience d'être une âme en incarnation s'éprouve et que nous réalisons que depuis le début de l'aventure humaine, mais l'âme est le moyen fondamental. L'âme est le moyen fondamental par lequel s'accomplit le plan. Alors, en découvrant que toutes les compétences acquises au cours des vies
n'avait pas pour but un savoir-faire, mais un savoir-être, nous nous donnons alors sans retenue à la réalisation du plan d'amour, conscients que par l'oubli de nous-mêmes, nous recevons alors tout ce dont nous avons besoin pour venir en aide à nos semblables et pour servir le plan en toute abnégation. Ce savoir âme, ce savoir lumière, être lumière, éclaire les ténèbres et les transforme. Et c'est à cette transformation que nous pouvons à chaque instant nous consacrer. Chaque fois que grâce à notre lumière, nous percevons la lumière de l'autre, la lumière des autres, par-delà leur ombre, nous activons un pouvoir de transmutation. Mais le savoir, c'est une chose, le penser et l'agir au quotidien, c'en est une autre. Alors, chaussons nos lunettes pour voir ce qui se présente d'inhabituel. Parce que, à ne voir que l'habituel, nous nous coupons des opportunités nouvelles. Chaussons nos lunettes et oublions nos attentes pour donner au monde une possibilité de se révéler autrement. Parce que, quand nous sommes sensibles à la beauté, nous faisons croître la beauté. Quand nous sommes sensibles à l'amour et que nous le percevons où qu'il soit, nous faisons croître l'amour. Et quand nous sommes sensibles au bien de l'ensemble, c'est le bien de l'ensemble qui s'accroît. Ce que nous voyons dit quelque chose de nous. Ce que nous pensons le traduit et ce que nous en disons l'ancre dans un espace commun. L'ambiance dépend donc de notre façon de regarder le monde, de l'habiter de nos pensées, de nos émois, de nos paroles et de nos actions. Mais ce n'est pas inné, ce n'est pas instinctif, pas naturel de constater que le monde n'apparaît que sous les lunettes de nos conditionnements. Et c'est encore plus difficile de nous départir des filtres qui aliènent nos visions. Alors, chaussons nos lunettes de vérité et d'authenticité pour relativiser l'importance que nous accordons à nos appréciations personnelles. Mais c'est pas simple. C'est pas simple de concourir au mieux en toutes circonstances. C'est pas simple de ne pas critiquer tel ou tel, de ne pas stigmatiser chez l'autre ce qui est en voie de perfectionnement, mais qui pour l'heure n'est pas très engageant, non. À ne voir midi qu'à sa porte, nul ne voit le soleil entrer dans la demeure de l'autre. Mais c'est en coordonnant nos visions, c'est en les inscrivant sur la carte du monde que nous aurons idée de ce qu'il est bon de faire, de la note sur laquelle il est urgent de s'accorder, pour que croisse une adelphité qui existe, mais qui se cache encore sous le tapis des égoïsmes. Chaussons nos lunettes pour voir loin et grand, pour voir l'autre quel qu'il soit, pour respecter quoi qu'il ait fait, et pour dire à la communauté que nous en faisons partie, au même titre que tous les autres. Comme chacun, nous avons notre part à faire pour contribuer au mieux-être de tous. Et ne nous demandons pas ce que fait notre frère, notre sœur, parce que cela lui appartient. La seule chose qui importe, c'est de nous impliquer en être responsables pour que triomphe l'unité. Alors, cessons donc de dénigrer, de condamner la façon dont l'autre s'y prend pour servir la communauté. Cessons de hurler intérieurement quand il se trompe ou nourrit l'horreur. Mais faisons de notre mieux pour donner à l'ensemble le meilleur que nous sommes en mesure de délivrer. C'est exigeant, mais nous avons les moyens d'y arriver si nous en affirmons l'intention. Ça demande d'abandonner toute impatience vis-à-vis de celles et ceux qui, comme nous, sont en chemin. Et ça invite à offrir nos concordes et nos amitiés pour construire la paix. Alors, chaussons nos lunettes pour voir large et comprendre comment s'inscrire dans un mouvement d'harmonie sans vilipender celles et ceux qui ne sont pas encore mis en route consciemment. Tout ça, on le sait, on le dit et on le redit régulièrement. Mais c'est quand nous le vivrons que nous verrons réellement plus clair. Alors chaussons nos lunettes et ensemble, on finira bien par y voir clair. Et pour y voir clair ce mois-ci, voyons comment nous accorder aux 4 phases du cycle solilunaire.
Et donc, comme chaque mois lors de la première phase, nous nous préparons à accueillir consciemment les énergies qui se déverseront lors du temps de pleine lune. Si en Bélier, nous nous sommes laissés prendre à faire pour être, en Taureau, la tentation d'avoir plus pour être plus risque de nous submerger. À l'inverse, si en Bélier nous avons cherché à écouter à travers le silence les vibrations susceptibles d'apporter de plus justes relations pour servir le plan d'amour, nous aurons en Taureau à nous donner les moyens de répondre à cette intention. Pour nous préparer au mieux à la pleine lune du Taureau, tous ceux qui consciemment cherchent à se faire passeurs et relais du plan sont invités à transformer le désir indispensable à l'involution en aspiration au bien commun. Ainsi, autour du premier quartier, donc du 1er au 8 mai, cherchons à prendre nos distances avec les désirs qui conditionnent nos trois corps, conscients que nous ne sommes pas notre corps physique, ni notre corps émotionnel, ni notre corps mental, mais une âme qui s'exprime à travers une personnalité. Cette perception de notre identité essentielle, assortie d'un certain détachement vis-à-vis des trois corps de manifestation, modifie le regard que nous portons sur le monde. En élevant notre point de conscience, nous percevons sous les événements du temps la lumière et l'amour présents, mais bien souvent encore cachés. Cette phase de préparation à la pleine lune Taureau est capitale parce qu'il s'agit de la pleine lune la plus importante de l'année, en rapport avec la fête du Vésac. C'est au cours de cette pleine lune qu'une impulsion forte des énergies du plan se déverse sur Terre par l'intermédiaire de tous ceux qui peuvent s'en faire passeurs, unis en conscience de groupe. Et c'est pourquoi cette phase nous demande un effort intense de service, conduisant à la renonciation de tout ce qui pourrait diminuer notre utilité en tant que canaux de la force spirituelle. Alors, une fois alignés sur les vibrations de l'âme, nous entrerons dans la phase de pleine lune du 9 au 16 mai, pour nous maintenir autant que faire se peut en réceptivité active. La pleine lune Taureau représente le sommet énergétique de l'année et c'est au cours de cette pleine lune que nous pouvons nous offrir collectivement comme surface d'impression, comme passeurs et traducteurs des énergies qui cherchent à s'ancrer sur Terre. Le jour de la pleine lune de Taureau, c'est la fête du Vésac, elle aura lieu le lundi 12 mai à 18h55. Ce n'est que collectivement que nous pouvons recevoir ces énergies. Chacun au cours de ce temps du Vésac peut faire de cette journée cruciale un jour de silence intérieur, et ce même en menant une vie sociale. C'est un jour de service qui s'accomplit entièrement sur les niveaux subtils. Un jour où par l'oubli de nous-mêmes, nous pouvons recevoir ensemble les impulsions qui permettront à l'humanité d'avancer d'un pas dans son rôle de passeur et d'intermédiaire entre le plan et sa réalisation. C'est un jour où nous chercherons à nous maintenir fermement dans la lumière. Il est dit que pour cette occasion, pour cette pleine lune précise, l'heure exacte de la pleine lune a une importance significative. Il est donc recommandé de caler le temps de notre méditation autour de cette heure, de manière à ce que les milliers de personnes qui se consacrent à ce moment représentent une antenne collective de réception importante. C'est pourquoi il est aussi recommandé de ne pas disperser l'énergie qu'on nous reçoit en ne parlant pas de ce que nous en aurons vécu, en ne cherchant pas non plus à récolter de résultats, ni à percevoir des effets tangibles de ce temps de service qu'est la méditation. Puis, du 17 au 23 mai, nous entrerons dans la phase de distribution, au cours de laquelle ce que nous avons contacté, ce qui nous a impacté, même inconsciemment, se diffusera à travers nous. Il faut savoir que les énergies du rayon 1 qui se déversent à travers le signe du Taureau sont particulièrement fortes. Elles accentuent la puissance du champ de conscience sur lequel nous sommes centrés et intensifient donc les forces qui président à nos défauts comme à nos qualités. L'entêtement personnel, qui est une expression typique de ces énergies, peut être exagéré, autant que la sensibilité à la lumière et l'ouverture consciente à plus grand que soi. Et ce qui se passe au niveau individuel
n'est qu'une déclinaison infractale de ce qui se passe au niveau de l'humanité dans son ensemble. Nous allons donc également assister à une exaspération des égoïsmes et des désirs exclusifs chez une partie de l'humanité, comme à une forte aspiration à de justes relations pour la frange humaine en évolution. Et c'est pourquoi, lors des 2 semaines de distribution et d'intégration, nous devons rester vigilants pour soutenir une vision claire qui se déploie au-delà du formel et de ne pas nous laisser surprendre par de brusques retours du désir. La participation de chacun, si minime soit-elle, peut considérablement renforcer le progrès que peut mettre en œuvre l'humanité. C'est donc ce travail qui se poursuit lors de la phase d'intégration qui aura lieu autour de la nouvelle lune du 24 au 30 mai. Et c'est aussi un temps qui nous permet d'observer notre rapport au désir, notre propension à avoir pour être, ou notre ferme volonté de transformer la connaissance théorique de notre rôle sur Terre en pratique sur le terrain du quotidien. C'est aussi le moment d'éprouver une des grandes qualités que véhicule l'énergie taureau, l'endurance. Car il faut de l'endurance pour mener à bien ce travail. L'endurance est une manifestation du sens du temps, qui est aussi une qualité du rayon 1. Elle est un pouvoir dynamique qui renverse tous les obstacles. Elle permet de voir le but et de s'y consacrer pas après pas, sans découragement. Elle est une force vitale, une force de vie qui ne se laisse pas enfermer dans les difficultés. Elle est une qualité indispensable pour mener à bien notre travail de service. Voilà donc les quelques pistes de travail pour les 4 semaines à venir. Donc, nous rendre disponibles, ne rien attendre pour le mois séparé, c'est ce à quoi nous sommes invités et avec quoi nous allons pouvoir nous mettre en phase avec la méditation que nous poursuivons ensemble pour affirmer et traduire le bien commun et les justes relations.